Philippe Moncourrier, bonjour. Alors nous vous recevons aujourd'hui pour la sortie du guide du marketing RH. À cette occasion, nous vous avons invité pour parler un petit peu de stratégie digitale dans les entreprises. Alors vous êtes directeur de projet pour entreprises et personnel, auparavant responsable RH d'un département de 1200 personnes à la RATP. Merci d'être là. Bonjour. Quel est un peu le regard que vous portez sur la stratégie digitale des entreprises que vous accompagnez ? En premier lieu, la stratégie digitale des entreprises, c'est une des principales stratégies développées aujourd'hui dans chaque entreprise. L'impact des usages et l'impact des outils, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, est tel que ça constitue de fait une priorité pour la plupart des entreprises que nous accompagnons, dans la mesure où à la fois leurs salariés, à la fois leurs clients, et de toute façon par impact, toute la ligne managériale est complètement impactée par ces évolutions. Donc il y a une prise de conscience, c'est un enjeu vraiment stratégique très, très maintenant. Fort et largement partagé. Toutes les entreprises sont sur le pont sur ce thème-là aujourd'hui. Alors justement, le rôle des RH dans ce contexte de changement, d'évolution digitale, comment est-ce qu'ils peuvent agir finalement? Quels sont leurs leviers d'action? Leur levier d'action, il se crée au fur et à mesure qu'évoluent les situations pour chaque entreprise, mais ce qui est certain, c'est qu'ils retrouvent, grâce à ces évolutions digitales et ces projets qui sont menés, une certaine forme de légitimité que pour certains, ils commençaient un petit peu à perdre, parfois au travers de l'influence que pouvait avoir le financier au cours des dernières années. Mais aujourd'hui, ils demeurent les seuls à être en capacité d'emmener des équipes à sensibiliser, à mobiliser, et donc à affecter de la ressource là où elle est nécessaire, d'où le nom de leur fonction. Pour autant, c'est vraiment des acteurs de premier plan, et ils ont plusieurs types de flèches à leur arc, à la fois en termes de sensibilisation dans un premier temps, d'acculturation, et ça vaut pour tous les acteurs. Ça vaut aussi bien pour les salariés qui en général n'ont pas eu trop besoin d'eux pour être acculturés au digital. Oui, parce surtout les plus jeunes, ils arrivent, on sait qu'ils ont une certaine... Oui, mais avec une sensibilité qui s'est largement éloignée de ce qu'on appelle la génération Y. Les plus anciens, et j'en fais partie, s'habituent depuis maintenant pas mal d'années à tous ces nouveaux usages et puis à un certain nombre de nouveaux outils. Mais les directions générales sont à acculturer parce qu'on relève parfois un léger écart entre des discours stratégiques et des pratiques quotidiennes. Et pourtant, ces pratiques, il faut aussi les faire évoluer. Mais ça va aussi vers la ligne managériale qui se trouve complètement décontenancée par des situations d'équipe dans lesquelles l'information leur échappe, le pouvoir, des fois, leur échappe un petit peu. Mais ça va aussi aller vers les partenaires sociaux, les organisations syndicales, qui sont tout aussi frileuses finalement que les autres à utiliser des médias ou des supports ou des dispositifs qui, d'une certaine façon, leur font perdre un petit peu plus, pour ceux qui l'ont perdu déjà, de légitimité, voire de pouvoir, auprès des personnes qui sont censées représenter. Alors justement, comment ça se passe, donc cette acculturation? Vous m'avez parlé un petit peu en préparant cette émission de ce phénomène de la micro-expérience. Donc on part du bas, on remonte. Concrètement, ça se passe comment? Concrètement, on est de plus en plus enclin à préconiser et accompagner sur des expériences qui ont vocation à s'adapter au fur et à mesure qu'elles se déroulent, qui sont sur des populations réduites, sur des temps qui sont réduits aussi, qui permettent du coup d'échapper aux gros projets. C'est-à-dire le gros projet qui va effectivement, là pour le coup, rassembler plusieurs parties prenantes internes voire externes, qui va mettre plusieurs mois à se mettre en place, qui va nécessiter un budget, qui va nécessiter du temps de déploiement. Mais les rythmes de changement sont tels que ce temps-là des gros projets n'est pas adapté. Donc une micro-expérience, elle va avoir comme principal atout de pouvoir se développer assez vite sur une population restreinte, donc forcément les gens vont se parler et donc ça va diffuser. Et puis s'il y a des erreurs de commises ou si les objectifs ne sont pas atteints, on va pouvoir les corriger assez vite. Et c'est la notoriété de la réussite de cette expérience qui fera qu'elle se répandra petit à petit au reste des équipes. Et par micro-expériences successives et multiples comme ça, on arrive beaucoup plus à diffuser une culture qui relève quand même de modes de comportement à changer, et ce qui ne se décide pas avec un ordre descendant classique, quoi. Alors, pour la fonction RH elle-même, elle est elle-même impactée par tous ces changements. Quelles sont les transformations qu'elle subit et comment est-ce que vous la voyez évoluer?
Qu'elle subit, oui. Qu'elle subit ou qu'elle incite. Qu'elle incite, qu'elle accompagne. Déjà, on voit de plus en plus un léger décalé entre les directions RH en tant que telles et les équipes RH. On a parfois des réticences ou au moins des craintes dans certaines équipes RH face aux évolutions. Si je prends par exemple le recrutement, on a des gens qui connaissent tous l'existence des réseaux sociaux, des LinkedIn et autres, mais qui pour autant ne les utilisent pas dans leur recrutement habituel. Alors pourquoi ? Parce que la politique n'a pas encore été décidée au niveau au-dessus, mais pour autant, une fois qu'elle est décidée, ou en tout cas que l'impulsion est donnée, ils n'ont pas pour autant acquis tous les réflexes et puis les savoir-faire qui nécessitent des changements par rapport à ce qu'ils ont toujours fait jusque-là. Et donc l'écart de culture entre la tête RH et les équipes RH se joue là notamment parce qu'il y a bien une volonté impulsée, une fois de plus, un peu d'en haut quelque part, et une nécessité d'emmener des équipes pour justement les acculturer. Et là, à ce moment-là, il suffit de restreindre dans le temps les expérimentations, pour le coup, ou par exemple se focaliser sur un profil particulier de recrutement, à un temps donné, certains outils, de façon à laisser le temps à chaque membre des équipes de pouvoir se familiariser avec ces nouvelles pratiques et ensuite pouvoir les utiliser de manière beaucoup plus fluide. Alors cette révolution digitale, c'est une chance pour les RH finalement ? Alors c'est une chance pour les RH. De toute façon, je dirais, ils sont devenus relativement incontournables, ce qui dans un certain nombre de cas leur offre une relégitimation. On avait assisté sur les années précédentes à parfois des pertes de pouvoir, ou en tout cas des pertes d'influence de la fonction RH, notamment au profit des secteurs financiers. On retrouve aujourd'hui une place qui est attribuée aux RH beaucoup plus facilement, tout simplement parce que, encore une fois, ce sont les seuls qui sont à même de pouvoir emmener des équipes sur des évolutions. Merci beaucoup, Philippe Merci à vous.